Bonjour, je m'appelle Gilles Payet, je suis coach, formateur en prise de parole en public, je suis également conférencier et éditeur de 3 sites internet, moncoachingemploi.fr et questiondemploi.fr, sur lesquels je donne des conseils en matière de recherche de nouveaux postes, et puis un troisième site plus récent qui a 2 ans, sophroschool.fr, sur lequel je partage des exercices vidéo, des exercices, des articles autour de la réussite scolaire et de la réussite aux examens et aux concours, avec des conseils en sophrologie et en coaching. Je suis donc également conférencier pour un certain nombre d'entreprises et je suis conférencier pour l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, pour laquelle j'ai conçu un cycle de 10 conférences sur la recherche d'emploi. Dans ce podcast, je vais vous donner les principaux éléments d'une conférence concernant le sujet de la reconversion professionnelle, comment changer de métier sans se tromper et comment mettre en place donc ce nouveau métier dans le cadre d'une recherche de nouveaux postes. Les 7 temps forts de cette conférence, c'est tout d'abord de définir vos besoins. Ensuite, j'aborderai un sujet sur les peurs liées au changement, le changement lié au changement de métier. J'aborderai le sujet de la question de votre projet à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, avec des exemples de formulation lorsque vous en parlez autour de vous. Je parlerai des facteurs de succès d'une reconversion professionnelle. Je vous donnerai un certain nombre d'outils de travail et d'outils de réflexion, des outils d'analyse de marché. Et puis, on verra dans un dernier temps comment en parler de ce nouveau métier dans votre CV, dans votre lettre de motivation, sur votre profil LinkedIn et bien sûr en entretien de recrutement. Premier point de réflexion, le point des peurs, des écueils, des freins autour de la construction d'un projet professionnel. De changer de métier, c'est pas une démarche si facile que ça. Je dirais même que c'est une démarche complexe parce que nous faisons face à un certain nombre de peurs. Parmi ces peurs, c'est peur de ne pas savoir comment faire. Peur d'échouer, c'est-à-dire j'ai un métier que je fais depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Là, je me destine à un nouveau métier. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Donc peur de l'échec. La peur du jugement également de mon entourage. Changer de métier, c'est faire quelque chose de très différent. Donc c'est se présenter par rapport vis-à-vis de son entourage sous un nouveau jour. Et on peut peut-être se dire, avoir la crainte du regard d'un conjoint, d'enfants, d'amis, de parents, de voisins, pourquoi pas. La peur peut concerner le fait de ne pas être à la hauteur. On se destine vers un nouveau métier, mais finalement, on ne sait pas si on va réussir dans ce nouveau métier. La peur de manquer d'énergie. Si vous n'en avez pas conscience, le travail qui consiste à changer de métier nécessite de la ténacité et de l'énergie parce qu'il va vous falloir fouiller dans plein d'infos, interviewer des gens, bref, vous mettre en action et avec de l'énergie. La peur de manquer d'estime de moi-même, le regard que je porte sur moi et de manquer de confiance. La confiance, c'est la conviction que ce que je vais faire va plutôt être réussi ou plutôt un échec si vous manquez de confiance. Ça peut être aussi des contraintes comme le fait, par exemple, de devoir se former pour s'engager vers ce nouveau métier. Et si la formation est chère, eh bien peut-être que dans vos limites ou dans vos freins, vous n'avez pas, en tout cas aujourd'hui, l'argent nécessaire pour financer ce changement de métier, que ça passe par la case formation ou bien la case, par exemple, création d'activité, qui nécessiterait un investissement. Donc c'est la case formation que j'évoquais. Mon projet impose de me former, donc ça décale d'autant dans le temps la mise en œuvre de votre reconversion. Dans les freins, il y a aussi le frein du temps. La question que je pose souvent aux porteurs de projets, c'est de savoir combien de temps vous avez devant vous sans rémunération. Ça signifie, est-ce que vous avez de l'argent de côté de façon à pouvoir attendre, pouvoir prendre le temps de vous former, d'étudier, de faire l'étude de marché
sans avoir de rémunération attachée à ce nouveau métier. La logique, vous la comprenez, plus vous avez d'argent de côté et moins vous avez la pression du temps et de l'argent attaché à ce projet de reconversion. Dans les freins objectifs, il y a aussi le fait qu'un projet de reconversion, par essence, vous fait sortir de votre zone de confort et que pour certaines personnes, c'est plus ou moins difficile que de vivre cette sortie de la zone de confort. Et puis, de façon plus globale, ça c'est dans la nature humaine, on est tous concernés par le sujet, la peur du changement. Par essence, un projet de reconversion professionnelle, c'est un projet de changement de vie. Par rapport aux peurs, il y a une technique de coaching qui est super efficace si vous la menez jusqu'au bout, qui consiste à interroger vos peurs 7 fois. En interrogeant vos peurs 7 fois, donc vous posez une première fois la question, par exemple, vous dites j'ai peur de me lancer dans ce nouveau métier. Posez-vous la question, pourquoi? La première fois. Une première fois, pourquoi? Alors vous allez peut-être répondre, ben, j'ai peur d'échouer. Posez-vous à nouveau la question, pourquoi ai-je peur d'échouer? Et puis vous formulerez peut-être la réponse suivante, ben, j'ai peur de manquer d'énergie dans ce projet qui nécessite, je ne sais pas, une création d'activité ou une formation ou vraiment de changer radicalement de sujet. J'ai peur de manquer d'énergie pour mener à bien mon projet. Pourquoi ai-je peur de manquer d'énergie? Parce que j'ai aussi peur du regard des autres, regard de mon conjoint, regard de mes parents. Mais pourquoi ai-je peur du regard des autres, etc., etc., 7 fois. Et je peux vous assurer que au fil des questions et des réponses que vous formulerez, eh bien, vos peurs seront beaucoup moins angoissantes parce que vous allez décortiquer en partie. Vous pourriez vous poser des questions plus que 7 fois encore, mais vous allez décortiquer, vous allez mettre à plat des peurs qui souvent sont un petit peu non fondées, ou en tout cas ce sont des peurs globales. Et la technique des 7 pourquoi vous oblige à interroger ces peurs et à les décomposer finalement. Et elles sont beaucoup moins impressionnantes qu'au tout début si vous n'avez pas fait l'exercice. Les promesses attachées à mon projet de reconversion, quelles sont-elles? On a vu les peurs, les freins, mais finalement d'aller vers ce projet de reconversion, c'est aussi pour des raisons positives. J'explique toujours que, enfin selon moi en tout cas, dans ma conception personnelle de la vie, je trouve que la vie est bien courte et que un projet de reconversion, c'est l'opportunité en fait de choisir, l'opportunité de reprendre un petit peu de lead, de décision, de pouvoir de décision dans sa vie. C'est-à-dire on peut voir le sujet de la reconversion, de changement de métier comme vraiment un outil de conquête de sa vie et de rendre sa vie très intéressante. Donc le projet de reconversion, il n'y a pas que des peurs ou des craintes ou des freins, il y a aussi l'opportunité d'une nouvelle vie. Et dans ces promesses attachées à mon projet de reconversion, j'en ai listé quelques-unes. La première, c'est celle de m'accomplir en tant qu'être humain ou en tant que professionnel. C'est aussi de réfléchir, d'imaginer un projet qui me va bien, un projet pour moi. C'est aussi sortir du cadre, réfléchir sans contrainte. Vous mettez à plat vraiment votre réflexion, vous repartez de zéro pour construire un avenir professionnel différent. Vous donnez, en réfléchissant, en prenant ce temps, en mettant de côté ce temps, vous donnez une chance tout simplement de réussir. De reprendre l'initiative, d'exprimer votre potentiel, ce pourquoi vous êtes doué, ce que vous aimez faire, c'est important. C'est aussi ce temps attaché à la réflexion sur votre projet de reconversion, c'est aussi le sujet de prendre soin de vous. Si vous réfléchissez à un projet qui va satisfaire à la fois vos besoins, à la fois ce que vous aimez, à la fois ce pourquoi vous êtes compétent ou talentueuse, eh bien, il y a de fortes chances que vous alliez mieux ou que vous alliez bien, parce que vous allez créer des temps de vie futurs, une fois que ce nouveau métier sera en place, qui vous satisferont pleinement. Ce projet de reconversion, c'est aussi la promesse de faire ce que vous aimez faire, de mieux équilibrer peut-être, en tout cas ça peut faire partie de votre champ de réflexion, de mieux équilibrer votre vie personnelle et votre vie professionnelle, de découvrir, de rencontrer de nouvelles personnes, ça c'est une promesse pour 100% des gens
qui s'engage dans une réflexion et dans une mise en place de reconversion professionnelle, c'est la promesse de découvrir des champs de connaissances, des champs de compétences et de découvrir de nouvelles personnes, de sortir parfois aussi de l'isolement. Et puis, dernier point, peut-être, la liste n'est pas exhaustive, c'est simplement de vous réveiller. Peut-être faites-vous le constat que votre vie jusqu'à maintenant était un petit peu, sinon automatique, du moins un petit peu classique. Là, vous avez la possibilité de mettre dans votre projet de vie quelque chose peut-être qui vous correspond plus, peut-être qui va vous mettre en réveil, justement, et vous permettre d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'un projet de reconversion porteur de sens? Alors, comme toujours dans les conférences que j'anime, je pose la question aux personnes participantes et puis je recueille un certain nombre de verbatim. Alors, qu'est-ce qu'un projet de reconversion porteur de sens? Premier élément de réponse, c'est un projet qui est bon pour moi, un projet qui répond à mes envies, à mes besoins, un projet qui me rend heureux, tout simplement. Un projet qui me procure un emploi, ça peut être aussi ça le sujet. Si vous êtes aujourd'hui dans une impasse, peut-être que ce projet de reconversion, le fait de changer de métier, va tout simplement vous proposer un job et de vivre grâce à ce job. Un projet qui définit les étapes sur les prochaines années. Un projet qui repose sur mes valeurs, sur mon potentiel. Un projet dans lequel je m'accomplis, bien sûr, c'est la promesse principale d'un travail sur une reconversion professionnelle. Un projet qui s'appuie sur mes compétences, sur mes talents, ça c'est la base. Ne partez dans aucun projet qui ne s'appuie pas sur l'un des 4 points, j'y reviendrai plus tard, des 4 points fondateurs d'un projet pérenne, c'est de vous appuyer vraiment sur vos talents, sur vos compétences, sur ce que vraiment vous savez faire, sur ce que vous savez, je dirais, bien faire, voire très bien faire. Un projet qui tient compte aussi, bien sûr, des besoins du marché. C'est l'un des 4 piliers dont je reparlerai plus tard. Et puis un projet qui éclaire l'avenir. Quel est mon projet et quel est votre projet, vous qui m'écoutez, pour les 10 prochaines années, pour les 15 prochaines années, pour les 20 prochaines années, pour les 30 prochaines années? Il y a 3 ans, je déjeunais avec un ami chasseur de tête et au cours du déjeuner, cet ami Alors il y a 3 ans, j'avais 50 ans. Cette précision a peut-être une importance. Et il me posait la question, mais Gilles, c'est quoi ton projet à 15 ans? Qu'est-ce que tu envisages de faire là sur les 15 prochaines années? Alors 50 ans plus 15, vous voyez, ça mène à peu près, en tout cas à l'âge officiel, à peu près, peut-être à 2-3 années près de la retraite. Donc sa question avait du sens. Qu'est-ce que tu veux faire finalement sur le dernier tiers de ta vie professionnelle? Et j'ai été bien bête il y a 3 ans puisque je n'ai pas su répondre à la question. Donc du coup c'était une bonne question. Au retour de déjeuner, j'ai passé quelques heures à réfléchir et à travailler sur mon projet professionnel à 15 ans. J'ai éclairé la réponse depuis. Mais je vous invite à vous poser la question de savoir par rapport à votre âge, à votre parcours de vie, quel est votre projet pour les 10, 15, 20 ou 30 prochaines années selon votre âge. Et la réponse à cette question est intéressante et c'est l'objet aussi de cette conférence. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à cette question, c'est d'apprendre à formuler son projet de façon claire, audible et lisible. Pourquoi? Parce que dans votre travail de reconversion et dans votre réflexion, eh bien, vous allez rencontrer un certain nombre de personnes. Alors, des visus, par téléphone, donc là, c'est de l'audio, il va falloir le formuler à l'oral, ou bien via LinkedIn, si vous utilisez cet outil juste génial pour faire des enquêtes métiers. Et donc, il va falloir apprendre à le formuler par écrit, ce projet ou ce métier. Plusieurs formulations possibles. Je vous propose une structure qui a le mérite de fonctionner pour n'importe quel métier. Mon projet est d'apporter, alors premier point, les compétences, donc vous les listez, à une entreprise, structure, association, institution publique, du secteur de, vous précisez le secteur dans le 3e point de votre présentation, et puis éventuellement un 4e point à un poste de ou de, vous ouvrez le sujet. Donc une structure en 4 points, vos compétences, la typologie de la structure employeuse, le secteur d'activité et puis bien sûr le poste.
En étant clair et aussi clair dans ce type de présentation, vous aiderez les gens à vous aider, notamment dans le cadre d'une démarche réseau, que la personne puisse comprendre de façon limpide, pour reprendre le titre de cet écran, de façon claire, audible et lisible, ce vers quoi vous vous destinez. Et si la communication est claire, bah, cette personne pourra sans doute vous aider plus facilement. Autre formulation possible, mon projet est de créer un site d'e-commerce dans le domaine du jardinage. Bon, si vous me dites ça, je vais comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Mon projet est de devenir sophrologue. Je serai certifié en juin 2020 et j'ouvrirai mon cabinet à Montrouge. Là, pareil, information très factuelle, datée dans le temps, un métier particulier. Donc, je vois très bien de quoi vous parlez. Et voyez cette formulation. Mon projet est de devenir sophrologue, je serai certifié en juin 2020 et j'ouvrirai mon cabinet à Montrouge. Bah, ça tient en 5 secondes, donc c'est une communication efficace. Et puis autre formulation possible, mon projet est d'évoluer vers la fonction d'office manager au sein d'une PME, du Val-de-Marne. J'ai à mon actif 12 années d'expérience en assistanat administratif et commercial. Là pareil, la personne est très factuelle, les mots sont précis. Et je sais si je suis en situation de l'aider, notamment en lui fournissant des contacts réseau, ben je peux parce que son projet est clairement et de façon audible et lisible formulé. Le projet pro, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une fonction, un secteur d'activité, des compétences et puis éventuellement une valeur ajoutée ou un talent particulier. Les 4 piliers d'une reconversion pérenne. J'aime bien cet écran. Il est le fruit en fait de l'observation d'une trentaine d'années, pas une trentaine de minutes, une trentaine de jours, une trentaine d'années, de différents porteurs de projets, de reconversion, de réflexion sur un projet professionnel pérenne. Et j'en ai tiré ces 4 piliers d'une reconversion pérenne. Si vous suivez, si vous matchez ces 4 points, on va dire si vous deviez les noter de 1 à 10 et si vous les notez chacun avec une note d'au moins, on va dire 6 ou 7 sur 10, eh bien vous pouvez foncer sur votre projet. Vous avez de très grandes chances de réussir durablement dans ce projet. Alors le premier pilier d'une reconversion pérenne, c'est l'envie, le désir, le rêve. Et finalement, ça répond à la question qu'est-ce qui m'anime en tant que professionnel? Le deuxième pilier d'une reconversion pérenne, d'une reconversion porteuse de réussite, ce sont les compétences. C'est-à-dire l'envie ne suffit pas. Vous pouvez avoir une envie forte, si elle est basée sur un champ d'incompétence ou de non-compétence, ça ne marchera pas. Donc les compétences, les talents, le potentiel, vos aptitudes répondent à la question qui suis-je? Professionnellement, qui suis-je? Et qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un d'autre ou à une structure? Le troisième critère important, c'est un critère plus presque personnel, plus intime, c'est la légitimité. Quand j'y pense, est-ce que mon choix vers ce nouveau métier ou cette création d'activité, si c'est le cas, est-ce que mon choix est évident? Est-ce qu'il est naturel? Et donc, il y a 2 champs sur la légitimité. Le premier champ est un champ de questionnement intime. C'est vous qui vous posez la question, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je serai légitime dans ce nouveau métier? Et puis, je trouve intéressant, même si ça ne doit pas être la priorité, d'interroger votre entourage sous l'angle de la légitimité, c'est-à-dire, voilà, vous exprimez à quelqu'un qui vous connaît en disant, voilà, je veux créer un site e-commerce, je veux devenir sophrologue, je veux devenir office manager, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est de voir dans le regard et dans la réponse de votre interlocuteur si lui trouve naturel, évident et légitime que vous alliez vers ce métier. Donc le sujet de la légitimité. On peut avoir envie, on peut être compétent, mais si on ne se sent pas légitime ou si on ne l'est pas de fait, ça va coincer à un moment donné. Et puis le quatrième champ, il est tout aussi important, il n'est pas plus important, mais il est tout aussi important que les 3 premiers. Ce sont les besoins du marché, ce que j'appelle l'approche business. Quels sont les besoins du marché ou ceux de mes cibles? Si je recherche, si ce nouveau métier est un métier qui va me mettre en recherche d'un emploi salarié, est-ce que les besoins en recrutement sont forts? Est-ce qu'ils sont ciblés sur mes talents? Est-ce que dans la région dans laquelle je suis, ces besoins sont suffisamment importants? De la même façon, si votre projet de reconversion va vers la création d'une activité, que ce soit une activité solo
ou une activité avec la création d'une entreprise ou d'une société, et bien de la même façon, est-ce que l'étude de marché que vous avez faite révèle des besoins qui sont ni trop mûrs ni trop peu développés, de façon à ce que l'activité de votre entreprise, que ce soit dans les services ou dans la vente de biens, de marchandises, eh bien, elles correspondent à un besoin fort du marché qui va vous permettre de développer votre activité sans trop de soucis. Voici donc pour les 4 piliers d'une reconversion: l'envie, les compétences, la légitimité et les besoins du marché. Si vous validez ces 4 critères, vous validerez votre projet professionnel vraiment, vraiment. C'est vraiment le fruit de l'observation d'une trentaine d'années de plusieurs centaines de porteurs de projets. Vous êtes quasiment certain de réussir. Voilà. Alors ça n'enlève pas l'énergie, hein, bien sûr, l'intelligence, etc., qu'il faut mettre dans tout votre projet, mais si, encore une fois, vous vous notez au moins, on va dire, allez, à 7 sur 10 pour chacun des critères, vous pouvez y aller, les yeux fermés, et vous avez toutes les chances de réussir. Autre outil que je trouve intéressant pour explorer le champ de ce que l'on souhaite faire, ce que l'on pourrait faire, ce que l'on pourrait construire pour sa vie pour plus tard, c'est ce schéma de l'ikigai dont je parle régulièrement dans mes conférences. Et c'est un outil que je trouve absolument extraordinaire pour vous poser les bonnes questions, justement, lorsque vous faites l'analyse d'une situation ou lorsque vous vous destinez, dans le cadre du sujet de cette conférence, à réfléchir sur un futur professionnel. Alors le schéma de l'ikigai, il mixe, comme vous le voyez sous vos yeux, 4 cercles. Et l'ikigai, c'est le centre des 4 cercles, c'est le recoupement des 4 cercles. Le premier cercle désigne ce que vous aimez faire. Alors il y a quelques similitudes avec le tabouret, les 4 piliers que vous avez vus précédemment, mais ça ouvre également sur d'autres champs. Premier champ, ce que j'aime faire. Deuxième champ, là où je suis doué. Donc ça donne une zone, voyez, de contact entre les deux cercles. Troisième champ, ce pourquoi je suis payé ou ce pourquoi je serai payé. Donc c'est soit en termes monétaires, c'est-à-dire en termes de kilo-euros, combien vous êtes payé, et est-ce que cette rémunération rémunère finalement ce que vous aimez faire ou ce pourquoi vous êtes doué, ou ce salaire finalement rémunère autre chose. Et puis le quatrième champ de l'ikigai, c'est ce dont le monde a besoin. Alors, ce n'est pas ce dont le monde a besoin d'un point de vue commercial, hein, d'un point de vue des besoins matériels, mais c'est plutôt sous un angle humaniste, c'est-à-dire dans votre projet, dans ce projet de nouveau métier, est-ce que vous pourriez positionner un champ d'action qui, du point de vue de l'amélioration de la société au sens large, sous cet angle humaniste, est-ce que vous pourriez intégrer dans votre projet cette dimension supérieure qui est pas tournée vers vous-même, mais tournée vers les autres, voilà, au service de l'amélioration de la société. Alors ça donne l'ikigai au centre quand vous arrivez à placer un projet de reconversion professionnelle qui est au centre des 4 cercles. L'ikigai signifiant en japonais joie de vivre. Et il est évident que si vous arrivez à choisir un métier qui matche ces 4 cercles-là, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez heureux dans ce nouveau métier. Alors, quand on analyse le schéma, par exemple la conjonction de ce que vous aimez faire et de ce pourquoi vous êtes doué, ça donne plusieurs interprétations, alors que j'ai formulé de cette façon-là. Si je suis sur un métier pour lequel j'aime vraiment l'environnement, l'activité, etc., et en plus je suis doué, mais pour lequel je ne suis pas vraiment payé pour ça, je suis payé pour autre chose, ou je ne suis pas suffisamment payé pour ce que je fais, et puis que ce que j'aime faire et ce pourquoi je suis doué n'ait aucun apport ou un apport très faible à l'amélioration de la société, ben, je peux avoir le sentiment d'être à ma place, hein, bien sûr, parce que je me positionne sur des choses que j'aime faire et ce pourquoi je suis doué, mais je peux également ressentir une certaine précarité, le fait de ne pas être rémunéré pour ça. Autre conjonction du deuxième et du troisième cercle, d'être sur un job pour lequel je suis doué et pour lequel je suis payé, mais c'est pas parce que vous faites des choses pour lesquelles vous êtes doué que vous aimez ce que vous faites. Pareil, il peut manquer le quatrième cercle, c'est-à-dire de faire des choses pour lesquelles vous êtes bien payé, pour lesquelles vous êtes doué, donc ça c'est pas mal,
mais qui n'apportent rien à la société. Donc vous pouvez dans cette situation être momentanément exalté par votre activité, mais vous pouvez ressentir à terme un questionnement sur le sens de ce que vous faites. Autre interprétation là de la si vous êtes sur un temps de vie où vous êtes bien payé pour ce que vous faites et vous éclairez la société d'amélioration et de progrès, vous pouvez ressentir un confort lié au regard des autres, puisque c'est toujours valorisant de faire des choses qui sont bien pour la société, pour la planète. Donc un confort lié au regard des autres, mais vous pouvez aussi à terme vous ressentir un conflit avec qui vous êtes au fond, puisque là, dans ce cas-là, vous faites des choses que vous n'aimez pas spécialement faire et pour lesquelles vous n'êtes pas spécialement doué. Voilà. Et puis dernière interaction possible entre le premier et le quatrième cercle, de faire des choses que vous aimez et qui sont utiles pour la société. Vous pouvez trouver une satisfaction au quotidien, mais vous pouvez aussi parfois vous sentir en décalage par rapport à certains besoins, notamment financiers ou de valeur ajoutée, en faisant des choses pour lesquelles vous êtes doué. Et là, c'est pas le cas puisqu'on matche juste le premier et le quatrième cercle. Bref, je vous invite à interroger votre projet professionnel sous ces 4 angles, ce que vous aimez faire, est-ce que ce vers quoi vous vous destinez, c'est un champ d'action que vous aimez. Deuxièmement, est-ce que ce champ d'action vous permettra d'exprimer tous vos talents, ce que vous savez faire particulièrement. Troisième question, est-ce que ce champ d'action vous rémunérera suffisamment? Et quatrième dimension, est-ce que ce nouveau métier améliorera la société ou pas? Un point de distinction entre les projets de reconversion qui nécessitent vraiment dans la définition de ce qu'est une reconversion, de changer vraiment de métier, avec celui d'un repositionnement professionnel qui pourrait consister à faire un métier différemment. C'est-à-dire vous gardez votre métier, mais vous en changez simplement le cadre d'action, auquel cas on parle de repositionnement professionnel. Et il est évidemment plus facile de mener un projet de repositionnement professionnel que de reconversion professionnelle. C'est plus léger à faire, bien sûr. Par exemple, un exemple de repositionnement professionnel, vous passez d'assistante de direction à assistante commerciale ou secrétaire générale d'une grosse association. Autre exemple, vous étiez contrôleur de gestion et vous devenez formateur en finance ou prof de gestion dans un BTS. Donc là, vous changez vraiment de job, mais vous restez dans une matière que vous connaissez. Troisième exemple, vous étiez assistant clientèle et vous devenez conseiller en insertion professionnelle. Donc là, pareil, on parlera plutôt de repositionnement professionnel, où ce talent ou ces talents ou ces compétences d'être à l'écoute, de conseiller la clientèle, vous le déplacez sur l'écoute et le conseil, mais d'un public différent. Autre exemple de repositionnement professionnel, vous étiez équipier chez McDonald's et vous créez une sandwicherie. Donc là, vous basculez vers un nouveau job, un nouveau statut, celui de chef d'entreprise, mais d'un service et d'un commerce que vous connaissez particulièrement bien. Vous étiez commercial de produits importés, vous créez et administrez un site d'e-commerce. Donc là, pareil, vous changez de métier, mais sur des bases solides, c'est-à-dire vous connaissez un certain nombre d'informations qui vous permettent simplement de devenir e-commerçant et d'avoir toujours les sources d'approvisionnement, etc. Et dernier exemple, vous étiez infirmière libérale et vous devenez sophrologue. Donc là, pareil, il y a beaucoup de ponts entre les deux. Et ça vous permet sans doute, dans ces 6 cas-là, de maximiser vos chances de réussite parce que vous ne partez pas de zéro. Vous partez d'un champ de connaissances ou de compétences transférables d'une activité vers une autre. Votre prochain métier, par définition, souvent, en tout cas sur les projets de reconversion, consiste à se retrouver un petit peu débutant. Et en tout cas dans la posture d'être débutant sur ce nouveau métier pour lequel peut-être vous avez suivi une formation.
Ce qui est important à comprendre dans votre réflexion pour bâtir votre projet professionnel, c'est de donner une place importante à vos aptitudes, parce que vous allez être confronté à la situation suivante que j'évoquais, c'est sur ce nouveau métier que vous n'avez pas exercé jusqu'à maintenant, bah, vous êtes débutant. Donc vous pourriez avoir beaucoup de mal à mettre en place un discours, une présentation, en vous disant, bah, j'ai jamais eu d'expérience professionnelle dans ce métier, donc je ne peux pas vraiment avancer, j'ai du mal à me présenter, etc. Du point de vue des aptitudes, c'est complètement différent. Une aptitude, la différence par rapport à une compétence, une aptitude, c'est quelque chose que vous sauriez faire dès demain matin à 9 heures, même si vous n'avez jamais fait cette chose. Je vous cite un exemple, il y a 9 ans, lorsque je suis devenu formateur, je n'avais jamais été formateur auparavant. Par contre, j'avais la conviction profonde que d'être formateur ne me poserait aucun souci, au contraire, puisqu'il s'appuierait, ce nouveau métier de formateur, sur le fait de savoir gérer des groupes. J'ai été manager pendant 20 ans, je sais gérer des groupes, que ce soit des clients, des équipes, des fournisseurs. Donc ça, j'ai un sens pédagogique que je pense développer, et j'ai ce goût de la transmission. Donc j'avais toutes ces aptitudes-là, mais je n'avais pas d'expérience. De la même façon, lorsque je suis devenu e-commerçant, il y a 9 ans, ben pareil, c'était un nouveau métier. Je savais que j'avais des aptitudes puisque auparavant j'étais directeur d'une agence de communication et que la conception, rédaction de sites internet, j'en avais piloté un certain nombre pour des clients. Et donc, ok, j'étais pas e-commerçant avant, j'allais créer un nouveau site, mais j'ai su m'entourer, j'ai su me former pour prendre appui sur ces aptitudes à créer et à vivre d'un site internet. Voilà. Donc les aptitudes, c'est vraiment tout ce que vous savez que vous saurez faire dans un jour, dans une semaine, voire dans un mois, même si vous ne l'avez jamais fait. Voilà, donc c'est important de construire à la fois dans vos CV, dans vos lettres de motivation, sur votre profil LinkedIn, de mettre en avant vos aptitudes. Euh, Une autre idée forte pour compenser un déficit d'expérience par rapport à ce prochain métier, c'est OK, vous n'avez pas l'expérience attendue pour occuper ce poste, mais en plus d'avoir des aptitudes, ce que l'on a évoqué auparavant, vous avez aussi des idées, vous avez des projets, et notamment des idées nouvelles qui peuvent intéresser vos cibles, que ce soit des recruteurs si vous cherchez un job salarié, ou bien des clients si vous allez vers une création d'activité. Donc l'enjeu, c'est d'être créatif, novateur, apporteur de solutions, de nouveaux business, de nouveaux process. Et dans cette voie de la création ou du travail vers un nouveau métier, l'idée, c'est vraiment, vraiment de ne pas être un candidat ou une candidate classique, mais de sortir du cadre vraiment en adoptant une posture presque de consultant, d'apporteur d'idées, de propositions, de solutions. C'est comme ça que vous deviendrez un professionnel pour lequel on ne se posera pas la question du défaut d'expérience. Encore une fois, si vous mettez en avant des aptitudes, voilà, dès demain matin au poste, je saurai faire ça, 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 ça et ça. Et si en plus vous avez des idées, des projets, franchement, on n'ira pas vous embêter sur votre défaut d'expérience. Comment bâtir un projet de reconversion pérenne? Il faut se poser, hein, c'est une introspection, il faut se poser un certain nombre de questions. Première question, qu'est-ce qui m'anime en tant qu'être humain? Qu'est-ce qui m'anime en tant que professionnel? Vous pouvez avoir l'angle des verbes d'action. Euh, c'est c'est un angle intéressant. Cette liste des verbes d'action, il suffit d'aller sur Google, vous faites liste verbes d'action et vous tomberez, je crois que c'est le premier ou le deuxième lien, sur une liste que j'ai éditée sur mon site questiondemploi.fr. Vous pourrez travailler à partir de cette liste. Deuxième question intéressante, de quoi ai-je plutôt envie? Garder mon ancien métier, changer de secteur d'activité, est-ce que j'ai plutôt envie de changer d'environnement de travail, de lieu, de taille d'entreprise, de statut, changer de métier, vraiment, avoir un nouveau métier, ou plutôt un repositionnement de mon offre de service, comme on l'a vu auparavant, changer de pays, changer de région, travailler à domicile, créer une activité indépendante, créer une société, donc avec une équipe,
Passer un concours, c'est-à-dire, OK, j'évolue dans le secteur privé depuis un certain nombre d'années, mais je peux passer un concours, rentrer dans la fonction publique. Pourquoi pas exercer plusieurs métiers? C'est une question que vous pouvez vous poser. Personnellement, j'exerce 6 métiers, j'ai 6 sources de rémunération. Bon, après, c'est une question d'organisation, mais c'est possible d'exercer plusieurs métiers. Ça peut être aussi, vous voyez, dans la tactique, prendre un métier alimentaire parce que, principe de réalité, vous avez besoin de vivre. Donc, OK, vous prenez ce job alimentaire et vous développez sur le temps à la fois des RTT, du soir, des week-ends ou des deuxièmes parties de journée. Si vous avez cette énergie-là, vous développez un métier passion. Ça peut être aussi dans votre projet de reprendre des études. Une question intéressante qui n'est pas si naïve que ça, c'est de vous poser la question de savoir quels étaient vos rêves d'enfant quand vous aviez 7 ans, 8 ans, 9 ans. Qu'imaginiez-vous faire plus tard? Quand on pose la question aux personnes ou aux jeunes d'aujourd'hui, il y a plusieurs métiers qui reviennent. Alors, il y a pilote d'avion, ça revient ingénieur, ça revient médecin, ça revient. Le vétérinaire, professeur, avocat, journaliste, je ne sais pas pourquoi, parce que les journalistes sont aussi très décriés, ou écrivain, écrivaine. Vous voyez, ça, ce sont lorsqu'on interroge les Français, ce sont les 8 premières réponses sont celles-ci. Mais vous-même, qu'est-ce que vous aimiez ou qu'est-ce que vous imaginiez faire étant enfant? À titre personnel, dans les pistes, il y avait le fait d'être médecin, donc j'étais dans la liste, mais aussi d'être dessinateur de bande dessinée. Et finalement, vous voyez, en écrivant des livres, en publiant des articles, je ne suis pas si loin et en étant toujours aux soins des autres et dans le transfert de bonnes pratiques, je ne suis pas si éloigné de ces deux métiers-là. La question sur les rêves d'enfant, encore une fois, elle n'est pas si naïve que ça. Je vous invite à vous la poser, à noter quelque part ce rêve d'enfant parce que ça peut vous aider dans votre réflexion sur ce nouveau métier. Euh, Lorsqu'on est enfant, on a des rêves, hein, et ces rêves sont, comment dirais-je, ils sont, euh, ils sont souvent justes du point de vue de l'expression de qui l'on est profondément. Donc c'est pour ça que je vous invite à garder une petite attention sur vos rêves d'enfant, et peut-être que ça vous donnera une idée ou un lien, en tout cas, vers le choix d'un métier qui ait du sens pour vous. Autre angle que je trouve intéressant, c'est de vous poser la question de savoir quelles sont mes personnes référentes et pourquoi le sont-elles. Dans l'entourage proche, qui vous inspire, qui admirez-vous, que ce soit dans la famille, pourquoi pas votre boulangère, votre garagiste, votre voisin, un collègue, un ami, que ça soit dans le champ des connaissances professionnelles, donc dans votre réseau, le connu, l'inconnu. Vous pouvez identifier sur LinkedIn des profils que vous trouvez super chouettes. Ça peut être aussi des connaissances professionnelles, mais médiatiques. Vous admirez quelqu'un que vous connaissez par le biais des médias et de vous poser la question quelles sont les valeurs qui sont attachées à ces personnes référentes. Et aussi, ça peut être des personnages imaginaires ou spirituels issus de romans, de légendes, de divinités, pourquoi pas de personnages religieux. Et derrière cette question sur qui sont mes personnes référentes, c'est de comprendre en fait pourquoi elles sont référentes, quelles sont les qualités, les compétences que vous reconnaissez à ces personnes. Et puisque vous êtes dans la réflexion sur un nouveau projet de vie autour de peut-être ce nouveau métier, c'est intéressant, encore une fois, d'interroger cet angle de ce qui vous anime ou de ce que vous admirez ou de ce que vous appréciez chez les autres. C'est la question sur les personnes référentes. Comment bâtir un projet de reconversion pérenne? Là, on est plutôt sur la mise en action. Donc, toujours pareil, question d'introspection sur vos talents, qui suis-je, quelles sont mes qualités. Vous avez sur questiondemploi.fr une liste de plus de 200 qualités que je vous inviterai à consulter pour cocher, voyez, pour mieux vous connaître. Et donc vous avez un petit guide sur le site questiondemploi.fr. Et pour le retrouver, c'est facile. Sur Google, vous faites qualité. Vous écrivez juste qualité, vous trouverez sur cette liste ou liste de qualité et vous tomberez sur cette liste. Vous pouvez aussi travailler sur les compétences. Alors, il y avait la liste de verbes d'action juste avant. Vous retrouverez sur Question d'emploi, mais vous avez aussi une liste de compétences assez complète sur questiondemploi.fr. Vous pouvez travailler également à partir des fiches métiers qui listent en fait toutes les compétences attachées à des métiers.
et de cocher celle qui vous semble correspondre à vos propres compétences et talents. Euh, Question aussi sous l'angle des réussites, c'est-à-dire quand vous regardez dans le rétroviseur votre passé professionnel et personnel, quelles sont vos réussites, ce dont vous êtes fier, et puis de vous poser la question de ce que révèlent ces réussites. C'est une façon de mieux se connaître pour appuyer votre projet, encore une fois, sur deux piliers importants, ce que vous avez envie de faire, votre envie, le plaisir, et puis ce pourquoi vous êtes doué, compétente, compétent. Euh, euh, bon, vous avez sous les yeux un certain nombre d'exemples de réussite. Ça peut être le gain d'un marché, ça peut être d'avoir réussi une négociation complète, ça peut être, je sais pas, la rédaction d'un rapport particulièrement complexe pour lequel vous avez été félicité. Ça peut être, à un moment donné de votre vie professionnelle, vous avez géré deux postes au lieu d'un suite au départ de quelqu'un. Ça peut être, je sais pas, une négociation de salaire et sous un angle plus de la vie personnelle, par exemple, d'avoir soutenu un enfant, l'un de vos enfants en échec et d'avoir trouvé des solutions. Bref, la question de vos réussites dans le passé et de savoir ce que révèlent ces réussites est une question importante par laquelle je vous invite à passer pour structurer votre réflexion et pour pouvoir appuyer votre décision de nouveaux métiers sur quelque chose de solide et notamment sur vos réussites passées. L'approche business consiste à vous poser la question de savoir quels sont les besoins du marché. Encore une fois, n'allez jamais vers un projet qui vous met tout de suite ou dont vous savez que vous serez dans le rouge dès les premiers jours d'exercice de votre métier parce que ou de votre recherche d'emploi parce que vous savez à l'avance que c'est un domaine dans lequel il y a très très peu d'offres ou que le marché est très difficile en tout cas. Voilà, donc les besoins du marché, c'est de vous poser la question des secteurs qui recrutent, des métiers en tension, des profils de poste, ceux qui sont demandés. Vous avez une enquête dont je vous donnerai le détail après, qui est l'enquête BMO de Pôle emploi, qui est l'enquête des besoins en main-d'œuvre, qui vous permet d'identifier les métiers pour lesquels il y a des recrutements. Les offres d'emploi, bien sûr, je ne sais pas, vous imaginez être euh, je sais pas, contrôleur de gestion par exemple, regardez le nombre d'offres de contrôleurs de gestion dans votre région pour vous faire une idée très concrète, très factuelle. Allez sur pôle emploi.fr, allez sur la PEC, allez sur LinkedIn. Sur ces trois job boards, vous aurez vraiment une vision très, très concrète, très complète des besoins en recrutement des contrôleurs de gestion. Et puis voyez si le marché est suffisamment pourvoyeur d'offres par rapport au métier que vous aurez choisi. L'IMT, c'est les informations sur le marché du travail. Pareil, je vous donnerai un petit focus sur, sur un écran suivant qui vous donne un certain nombre d'informations sur le marché du travail, sur le recrutement et sur les recrutements en tension, les recrutements où vous pouvez y aller avec plus de chances de réussite. Vous avez toutes les informations issues de syndicats professionnels, des enquêtes métiers que vous pouvez faire via le réseau, via LinkedIn aussi, de façon à interroger, la noter, j'y reviendrai tout à l'heure, mais que pour moi, et lorsque j'accompagne des clients justement dans la définition d'un nouveau projet professionnel, je les contrains, je les oblige à avoir au moins 10 interviews avec des professionnels en poste, exerçant le métier, de façon qu'au-delà des études, où parfois l'information est un petit peu généraliste, un petit peu trop synthétique, vous puissiez avoir le son de cloche de personnes qui exercent le métier et qui vont pouvoir vous donner leur vécu, qui est forcément réel, puisque c'est ce qu'ils vivent, et vous ne serez pas envoyé dans une fiche métier un petit peu trop théorique ou autre. Là, vous aurez la vraie vie du métier avec ses plus et avec ses moins. Donc, c'est au travers de l'enquête métier que vous pourrez avoir ces informations-là. Troisième champ, c'est peut-être de vous questionner sur les besoins de demain, les besoins en dehors de la France, de façon à compléter votre étude et avoir une vision complète de là où vous vous destinez à aller. Je prends l'exemple du marché suisse, qui est vraiment, vraiment en pénurie forte d'informaticiens, avec des postes assurés si vous allez en Suisse, et beaucoup mieux payés qu'en France. Donc, alors le niveau de vie est plus cher, c'est sûr, mais je crois que le rapport est quand même nettement favorable. Mais bon, il faut accepter pour le coup d'aller travailler en Suisse.
La question de l'enquête des besoins en main-d'œuvre. Alors il suffit de faire enquête BMO Pôle emploi sur Google et puis vous tomberez sur cette adresse statistiquepôle-emploi.org avec l'enquête des besoins en main-d'œuvre. Alors elle est intéressante cette enquête parce que elle vous donne plein d'informations sur par rapport à votre zone géographique, les métiers en tension, les secteurs d'activité qui recrutent, qui sont les plus pourvoyeurs d'offres. Et cette enquête des besoins en main-d'œuvre, en fait, c'est une enquête annuelle pilotée par Pôle emploi auprès de dizaines ou de centaines de milliers d'entreprises qui donnent leurs besoins pour l'année suivante. Et c'est un bon baromètre de savoir là où éventuellement vous pourriez placer un choix de métier ou en tout cas conforter un choix de nouveaux métiers par rapport aux besoins en main-d'œuvre. Donc c'est une enquête à consulter par rapport au métier qui est le vôtre. Le, Vous avez un site qui, je trouve, est formidable et qui est assez peu connu, qui est un site pareil, piloté par Pôle emploi, qui est le site de l'IMT, les informations sur le marché du travail. Alors, ce site est formidable, franchement, c'est un outil, encore une fois, méconnu. Si je devais retenir vraiment qu'une seule information de cette conférence, ça serait cet outil-là que je vous invite à tester, à explorer, puisque vous avez la possibilité d'avoir des informations très précises euh, pour vous informer sur un métier. Par exemple, là, vous saisissez un nom de métier, vous précisez une zone géographique pour savoir quelles sont les caractéristiques de ce métier sur votre territoire. Vous pouvez aussi découvrir un secteur d'activité en sélectionnant un secteur dans la liste, en précisant pareil la zone géographique, et puis vous pouvez aussi explorer une région, pareil en saisissant. Alors, je vous allais un petit peu, j'ai fait une recherche par exemple sur le métier de secrétaire en Île-de-France pour savoir ce que l'IMT, les informations du marché. Donc ça vous donne une fiche qui vous dit, pour une secrétaire en Île-de-France, qu'il y a 6 offres pour 10 demandeurs. Donc c'est pas mal, ça veut dire que c'est pas trop en tension, en tout cas en Île-de-France. Que les salaires pratiqués sont compris, les salaires bruts entre 1250 euros, donc ça c'est à temps partiel, puisque ce n'est même pas le SMIC, jusqu'à 3800 euros. Possibilité de voir les offres d'emploi attachées à cette fonction en Île-de-France. Donc là, par exemple, au moment où j'ai enregistré cette conférence le 18 mars 2020, il y avait 1261 offres pour des postes de secrétaire en Île-de-France. Donc on est rebasculé sur le site de Pôle emploi. Mais je le rappelle, le site de Pôle emploi ne propose pas que les offres déposées à Pôle emploi, il propose les offres d'une grosse vingtaine de job boards et grosso modo, mis à part, et dans cette grosse vingtaine de job boards, il y a également les offres proposées par l'APEC. Grosso modo, il y a un ou deux sites qui sont exempts de cette sélection, comme Cadre Emploi, ou bien les offres diffusées sur LinkedIn. Voilà, donc 61 offres d'emploi. Vous avez aussi d'autres éléments, toujours pareil sur cette fiche par exemple de secrétaire en Île-de-France. Vous avez un accès à la fiche métier qui détaille tous les champs de compétences, d'aptitudes, de qualité, de connaissances attachées au métier. Et puis vous avez les statistiques aussi attachées à ce métier de secrétaire en Île-de-France. Quand on clique là par exemple, vous des éléments intéressants comme les salaires en fonction des âges. Vous avez aussi, là je suis passé un peu rapidement, pardon, sur l'écran, mais vous aviez l'information sur les périodes de recrutement les plus fortes. Là en l'occurrence pour les secrétaires en Île-de-France, de mémoire il y avait le mois de juillet, le mois de septembre et le mois d'octobre, voilà, qui sont les 3 mois les plus forts en offres parues en tout cas sur pôle emploi.fr. Le sujet de LinkedIn, c'est un sujet vraiment super intéressant par rapport à ce sujet de changer de job parce que c'est un outil formidable pour identifier des professionnels en poste, hein. Vous utilisez le moteur de recherche de LinkedIn, tout en haut, là à gauche, et puis vous saisissez le métier qui vous intéresse, vous allez avoir tout un tas de professionnels en poste qui occupent ce métier, et il vous sera facile d'envoyer une invitation que vous allez personnaliser
avec ce type de mots là que je vous propose là à l'écran. Bonjour madame, je réfléchis à me réorienter en tant que conseiller en insertion et votre parcours m'a beaucoup intéressé. Accepteriez-vous une courte interview de 3 minutes par téléphone pour répondre à 5 questions que je me pose sur le métier et ses enjeux? Ce serait très gentil de votre part, très cordialement. Vous signez vous mettez votre téléphone et puis vous faites ça sur 10, 15, 20 profils. Grosso modo, le taux de réponse, c'est 1 sur 3. Enfin, c'est ce que j'ai observé chez mes clients que j'accompagne. Quand la formulation est faite de façon correcte, c'est-à-dire avec un mot personnalisé de cette façon, un professionnel sur 3 accepte si ce n'est par téléphone, du moins c'est par échange, par mail, voilà, ou via la messagerie attachée à LinkedIn. Comment bâtir un projet de reconversion pérenne? Sous l'angle de l'approche business, il y a une question intéressante également, c'est de savoir quelles sont les ressources dont vous disposez. Tout le monde, je dirais, n'est pas égal face à ça. La première ressource, je l'évoquais au début, c'est le temps. Si vous avez un temps serein pour mettre en place votre projet, c'est-à-dire si grosso modo vous êtes dégagé de contraintes financières pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 6 mois ou 15 jours, c'est pas du tout la même histoire. Si vous devez bosser tout de suite, votre projet de reconversion sera chahuté, sera fragilisé. Si vous avez 2 ans tranquilles parce que vous avez 2 ans d'indemnisation qui vous mettent sans contraintes fortes financières, encore une fois, ça va rendre sans doute plus facile la mise en place effective de votre projet de reconversion. Le deuxième temps, c'est l'argent, qui est un corollaire de la première ressource qui est le temps. C'est-à-dire, est-ce que vous avez de l'argent pour financer ce projet de reconversion? Il y a des projets de reconversion qui nécessitent 0 euros. Là, je reprends l'exemple du moment, il y a 9 ans, où je suis devenu formateur. Je ne me suis pas formé pour être formateur, j'avais les aptitudes pour l'être, j'ai dépensé 0 euros pour devenir formateur. Voilà. Mais il y a des projets de reconversion qui nécessitent de l'argent. Je prends le cas de création d'une activité, peut-être qu'il va falloir financer, je ne sais pas, à 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros pour lancer votre activité selon les besoins attachés à votre activité. Donc vous posez la question de ces ressources de l'argent. D'abord, est-ce que j'ai besoin d'argent pour ce projet de reconversion? Si oui, de combien? Et est-ce que j'ai cet argent? Et si non, ou si c'est un oui mais, comment est-ce que je peux financer le delta? Un autre soutien qui est plutôt de l'ordre de votre entourage, c'est-à-dire est-ce que votre entourage vous soutient ou pas? D'avoir un entourage qui n'est pas bienveillant, qui va vous mettre des bâtons dans les roues ou des critiques, ça va affaiblir votre projet. Donc il y a tout un enjeu sur le fait de rendre votre entourage bienveillant vis-à-vis de vous, parce que par expérience, c'est un vrai booster que d'avoir un entourage plutôt qui vous soutienne. Donc il y a aussi un enjeu, si ce n'est pas le cas, de faire en sorte de vous isoler, entre guillemets, des personnes négatives, nocives, etc., qui vont plutôt vous freiner, de faire en sorte de ne pas les côtoyer, ou si vous ne pouvez pas, parce que c'est le cas par exemple d'un conjoint, eh bien de limiter, on va dire, la zone de contact ou de limiter les discussions avec ces personnes qui vont plutôt vous freiner et d'aller chercher le contact de personnes qui vont plutôt vous stimuler. Quatrième champ, c'est celui de l'énergie. Pour mener à bien un projet de reconversion, il faut un peu de temps de réflexion, il faut de l'énergie en fait pour tenir dans le temps. Je dirais une bonne réflexion sur un projet de reconversion, selon moi, ça dépend des projets bien sûr, mais c'est entre 3 mois et 6 mois. Ça dépend justement de l'énergie consacrée, mais en tout cas ça prend de l'énergie. Donc il y a un enjeu de prendre soin de vous, de votre santé, du sommeil, de l'alimentation, peut-être de vous ouvrir, je ne sais pas, à la méditation, au sport si vous ne faites pas de sport, un entretien physique en tout cas minimum. La sophrologie c'est super intéressant aussi, bref, de prendre soin de vous et d'avoir cet enjeu en tête, cette ressource en tête qu'il va falloir choyer, chouchouter, entretenir, qui est votre énergie et votre santé, à la fois physique et psychique. Et puis dernière ressource, enfin cinquième ressource, pas forcément la dernière, cinquième ressource, c'est votre réseau. Plus votre réseau sera mobilisé, et on a tous un réseau, même si vous pensez que votre réseau est nul ou n'existe pas, en fait si vous posez la question, vous avez un réseau qui est actif, je vous invite à consulter la conférence, l'une des
les 9 autres conférences consacrées à la démarche réseau, de façon à comprendre que votre réseau est bien là et que bah, c'est intéressant dans le cas d'un projet de reconversion de mobiliser votre réseau pour tester, pour vous ouvrir sur des entretiens qui vont vous permettre de comprendre des choses. Et la mobilisation du réseau est un facteur de succès pour conduire un projet de reconversion réussi. Élargir le champ du possible. Alors ça, le sujet, c'est dans votre réflexion sur votre nouveau métier, je vous invite à revisiter l'angle de la rémunération, c'est d'être au clair sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez comme argent, votre minimum vital et puis votre salaire idéal. Pourquoi pas changer de région, pourquoi pas exercer plusieurs métiers, d'avoir un statut différent, de passer de grande entreprise à PME ou l'inverse, de public à privé ou l'inverse, de manager à manager ou l'inverse. Bref, d'ouvrir le champ du possible. En activité salariée, si votre projet c'est d'avoir un job salarié, euh, ou en création d'activité, c'est les deux grandes décisions possibles. En activité salariée, bah, vous pourriez réfléchir à changer de métier, mais de vous baser sur un métier assez proche de celui que vous faisiez jusqu'à maintenant. C'est la démarche classique. Vous pouvez vraiment changer de métier et pourquoi pas envisager de passer un concours, de passer une formation, une VAE. En création d'activité, vous pouvez envisager, comme c'est mon cas, une activité ou plusieurs activités solo, formateur, sophrologue, enseignant, masseur, e-commerçant, nounou, ou bien de créer une société, c'est-à-dire avec une équipe, donc une structure un petit peu plus impliquante et peut-être avec plus de risques aussi. Mais en tout cas, un projet qui s'appuie là encore sur l'envie, les compétences, les besoins du marché. Je rajoute le quatrième pilier qui est la légitimité dans ce que vous vous destinez à faire. Les 5 étapes en résumé de travail pour réussir un projet de reconversion pérenne, c'est d'abord de réinterroger vos rêves, d'être au clair sur vos talents, sur votre valeur ajoutée, sur ce que vous savez particulièrement faire. C'est de définir un cadre de l'exercice de ce nouveau métier, d'adapter votre projet à ce cadre. Le cadre, c'est essentiellement les besoins du marché. Et puis de vous lancer, d'accepter, de prendre ce... C'est toujours un petit risque, bien sûr, mais c'est un risque avec une promesse très positive. Quand vous avez choisi ce projet et que vous vous lancez dans une recherche d'emploi, comment en parler dans votre CV? Je vous invite, là vous avez un exemple de modèle de CV où tout en haut, vous présentez votre valeur ajoutée pour le poste. Ensuite, vous attaquez avec les compétences utiles pour le poste. Donc toutes les anciennes compétences attachées à votre ancien métier, c'est no way. Vous n'en parlez pas. Vous ne mettez en avant que des compétences ou des aptitudes utiles pour exercer le poste demain matin à 9 heures. Vous avez les formations, si votre projet s'appuie sur une nouvelle formation, ben, c'est le moment de mettre en avant cette formation. Et puis vous avez des qualités humaines, par exemple dans l'exemple de ce CV, ce n'est pas forcément nécessaire de mettre des qualités humaines dans un CV, mais si votre CV en contient, là pareil, vos qualités, c'est uniquement vos qualités pour exercer ce nouveau métier. Lettre de motivation qui ait du sens. Le cœur de votre lettre, c'est de lister tout ce que vous allez pouvoir faire demain matin à 9 heures. Donc c'est une liste de compétences essentiellement, très concrète, très opérationnelle, en disant, voilà, à titre d'exemple, ce que je pourrais vous apporter à ce poste. Et là, vous listez des compétences et des aptitudes ou des connaissances ou la mise en œuvre de votre réseau. Ça peut être un atout important pour exercer ce nouveau métier. Voilà, pas de blabla sur le passé, pas de blabla sur les réseaux commerciaux. Les deux modèles de CV et de lettres, et vous en trouverez d'autres, vous les retrouverez sur le site que j'anime qui s'appelle moncoachingemploi.fr. Vous trouverez plein de modèles de CV, de lettres, plein de conseils sur la reconversion, mais également sur les démarches de recherche d'emploi. La question de justifier votre projet de reconversion. Vous êtes en réflexion sur un projet,
votre réflexe, et il faut que ce réflexe, vous le mettiez de côté, ça va être d'essayer de justifier, d'expliquer pourquoi vous passez de tel métier à tel métier. Plus vous serez dans ce discours-là, et plus vous me ferez fuir. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous m'expliquiez pourquoi vous faites ce nouveau métier, c'est de m'expliquer en quoi vous serez opérationnel demain matin à 9 heures sur le métier pour lequel je recrute. Moi, je suis assez simple, assez binaire en tant que recruteur. Et quand je dis je, en fait, je représente l'ensemble des recruteurs où tous les porteurs de projets qui sont dans le passé, de leurs réflexions, de ce pourquoi vous avez fait ci, vous avez fait ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Et les recruteurs, ça ne les intéresse pas ou peu. Et souvent, l'explication n'est pas très claire, ou il y a beaucoup d'affects, il y a beaucoup de choses qui sont liées à soit votre psychologie, soit votre passé. Donc moi, encore une fois, moi je recrute pour avoir quelqu'un demain matin à 9 heures opérationnel au poste. Donc il faut que dans votre façon d'en parler, que ce soit sur votre CV, votre lettre, votre profil LinkedIn ou bien en entretien, vous m'expliquez simplement de façon très factuelle, voilà, moi je suis office manager avec toutes ces qualités, même si c'est pas ce que vous étiez avant, voilà, je le découvrirai après. Donc le, le fait de justifier votre projet de reconversion, c'est vraiment un gros sens interdit, un gros stop, c'est hors sujet pour vos CV, lettres et LinkedIn. En entretien, lorsque je vous poserai la question, bien sûr vous y répondrez. Mais pour me donner envie de vous rencontrer, il faut que vous soyez fort, il faut que vous soyez forte sur votre capacité, encore une fois, à occuper le poste. C'est ça le sujet, c'est pas de justifier votre conversion. Voilà. Comment en parler sur LinkedIn? Ben, là, vous avez la copie d'écran de mon profil. Vous avez un titre professionnel qui doit être centré, bien sûr, sur ce nouveau métier. Et puis, vous avez la partie info qui s'appelait résumé avant sur LinkedIn. Et là, c'est le récapitulatif de votre offre de service en termes de compétences, de champ d'action, d'aptitudes. Pareil pour occuper ce poste et puis pour exercer ce nouveau métier. Pas de justification de votre projet. Ça n'est vraiment pas lieu. Le lieu, ça sera en entretien et uniquement si je vous pose la question. Mais je vous la poserai forcément puisque vous avez changé de métier et ça, je le verrai dans votre CV. La reconversion pro, comme on parlait sur LinkedIn, il y a aussi le fait, vous voyez, dans la partie compétences et recommandations, de changer en fait le wording de vos compétences. Il faut définir les nouvelles compétences, si elles sont nouvelles, et puis de ne pas hésiter, au-delà d'ajouter vos nouvelles compétences, de supprimer les autres, et si possible sur ces nouvelles compétences, de faire valider, vous voyez, par votre réseau de contacts en niveau 1, le fait qu'ils puissent valider que vous avez bien des compétences en stratégie, en coaching, en formation, qui seraient donc vos nouvelles compétences. Voilà. Et puis, si c'est possible, demandez des recommandations de professionnels qui vous ont vu bosser sur vos aptitudes correspondant à ce nouveau métier. C'est une façon de renforcer la vision que peut avoir un recruteur de votre capacité à occuper le poste, même si il a bien compris que c'était un projet de recrutement. Comment en parler en entretien? Le plus important, c'est dans toutes vos réponses, dans toute votre présentation, c'est de placer au moins les 2 tiers de la discussion sur le poste et vos atouts pour l'occuper avec succès. Et que lorsqu'on vous pose les questions de «Ah oui, mais vous avez changé, vous n'avez pas d'expérience, etc.», d'être le plus court, le plus efficace sur les motifs de votre reconversion et de revenir le plus tôt possible vers le poste, vos atouts, vos qualités, vos compétences, vos talents, vos idées, vos projets, etc. pour occuper le poste dès demain matin à 9 heures. Donc ça veut dire des présentations, des réponses courtes, l'obsession des besoins de l'autre, les mots-clés, recentrer sans cesse vos réponses et vos présentations sur les besoins du poste, et rassurer encore une fois sur votre capacité à occuper le poste dès demain matin à 9 heures, même si c'est un nouveau. Le récapitulatif des idées fortes partagées lors de cette conférence. Prenez appui sur 4 choses, sur vos talents, sur ce que vous aimez faire, sur votre légitimité et sur les besoins du marché. Et en respectant ces 4 points, vous êtes certain, vous êtes certaine d'avoir un projet validé, un projet pérenne. Deuxième chose, être rigoureux, être rigoureuse dans l'étude de marché. Rencontrer au moins 10 professionnels en poste. Utilisez LinkedIn, ça fonctionne vraiment bien, 1 personne sur 3, encore une fois, si vous êtes poli et si vous êtes précis dans votre questionnement, 1 personne sur 3 vous répondra. Et puis, une fois que le projet est validé, l'enjeu, c'est vraiment de vous doter d'outils et de CV
et de profil LinkedIn tournés vers le poste, vos aptitudes pour exercer dès demain matin à 9 heures le poste visé. Et petit tips là sur le post-it jaune, ne jamais justifier d'une reconversion avant l'entretien. Vous ferez plutôt fuir les recruteurs. Vous justifierez, vous aurez le sentiment voilà, d'expliquer ce qui a été long à émerger dans votre tête, mais le recruteur, lui, il s'en fiche. Ce qu'il veut, ce sont des gens, des professionnels opérationnels. Voilà pour cette conférence sur changer de métier. Vous avez sous les yeux la liste des 10 conférences que j'ai animées pour l'association SNC. Les supports de conférences enrichis sont téléchargeables au format PDF sur le site moncoachingemploi.fr. Sur ces 10 conférences, il y a un coût de 19,90 € attaché à ces conférences qui étaient gratuites sur le lieu des conférences pour cette association, mais qui ont une vie différente sur Internet au travers des réseaux pour les personnes intéressées pour avoir un support qui ne soit pas une vidéo comme celle que vous venez de voir, mais qui soit un support que vous pouvez imprimer, sur lequel vous pouvez réfléchir, travailler sur ces 10 thèmes, stratégie de recherche, CV et lettre de motivation, design et efficace en 2020. Beaucoup de tips sur l'utilisation intelligente de LinkedIn, une conférence sur les entretiens de recrutement, une autre sur l'estime de soi, une conférence, la 6e, sur les candidatures seniors, la conférence, la 7e, que vous venez de découvrir en vidéo, mais qui existe aussi au format PDF, une conférence sur la résilience, une conférence sur la gestion des émotions et du stress pendant la recherche d'emploi, et puis une conférence sur les candidatures réseau, le nerf de la guerre, pour vous ouvrir un champ de réussite, que ça vous soyez en reconversion ou dans une démarche de recherche d'emploi classique. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle conférence. Au revoir.